Webcom.tv. Réinventons la proximité. Salut à tous. La rédaction et l'équipe de Webcom TV avaient envie de vous proposer une émission pour vous parler de culture. Une émission qui, j'espère, vous plaira et vous donnera envie, juste après cette période compliquée, de retrouver la culture dans ces espaces de diffusion. Dans cette nouvelle émission basée sur 3 thématiques, je vous ferai découvrir des auteurs, des réalisateurs, scénaristes, musiciens, peintres, photographes, que des artistes qui font l'actualité et à qui je donnerai la parole pendant près d'1 heure. Vous êtes prêts pour Webcom TV Culture? Alors générique. Webcom TV Culture. Pour cette première émission, nous aurons 3 invités. Alexis Dessau, scénariste, comédien, acteur que vous avez pu voir sur votre petit écran dans la série Julie Lescaut. Benjamin Carbone, qui étudie la condition humaine par une peinture des plus expressionnistes. Et enfin Marc Gaillet, un photographe décalé et engagé avec des créations sulfureuses. Webcom TV Culture. Alexis Dessau est un acteur que vous avez pu voir dans la série Julie Lescaut. Il avait le rôle de l'inspecteur Mota auprès de Véronique Jeunet. Il a aussi joué dans des longs métrages comme Valmont, dirigé par Milos Forman, le génial La Cité de la Peur avec Farrugia et Chabat. Mais Alexis est aussi metteur en scène. Rencontre sur webcom.tv avec Alexis Dessau. Webcom TV Culture. Alors moi je voudrais savoir, mais qu'est-ce qui t'a amené au petit, au grand écran, enfin dans les écrans quoi? Écoute, une envie de toute façon de pouvoir aussi travailler avec ce type de média, c'est-à-dire enfin de caresser aussi la caméra, d'avoir un angle comme ça différent, un moyen de communication aussi très différent. Mais en fait, c'est surtout on a une formation, tu sais, de conservatoire, etc., très théâtrale, assez classique, avec cette envie quand même de rencontrer assez rapidement non seulement ces textes du spectacle qu'on rencontre pendant les textes classiques, contemporains et autres de théâtre, mais aussi des auteurs, des réalisateurs qui ont des sujets. Et donc ça commence souvent par le court-métrage, par la petite participation dans un film et autres. Et puis finalement, tu as l'impression d'avoir un personnage supplémentaire. Alors déjà, tu as la dualité de tes propres personnages, comme on connaît tous cette espèce de dualité qu'on a en chacun de nous. Alors déjà, tu es dans cette recherche-là, ce travail-là. Et puis finalement, tu as un 3e personnage qui est la caméra, qui évidemment est juste l'écran d'être vivant, réalisateur. Je te montre un peu, parce qu'on a eu la chance déjà de bosser ensemble aussi comme ça en fiction. Et c'est tout cet univers-là, cet apport supplémentaire sur ce personnage, sur cette histoire que tu vas raconter, qui finalement amplifie, décuple. Donc voilà, ça se fait assez logiquement pour un comédien, un interprète. Très rapidement, il a envie généralement de faire aussi de la mise et de travailler sur l'image. Mais comme on sait que le format est court, qu'il faut aller à l'essentiel, on essaie de concentrer encore plus. Et ça, moi, j'aime beaucoup parce que je me rends compte que même si je fais dans une extravagance au niveau du théâtre, en zone d'ouverture physique, j'aime beaucoup la notion comme ça un peu serrée et qu'on aille chercher les intentions et que ce soit plus en nuances, en couleurs, en travail. Et ça, on peut le faire sur du court-métrage. Le fait d'être contraint d'une certaine façon, c'est assez intéressant parce que je me suis rendu compte que sur n'importe quel type de projet, quand c'est trop confortable, trop luxueux, entre guillemets, qu'on est trop gâté, ça se répand un peu. C'est-à-dire que ça se relâche un petit peu et c'est bon qu'il y ait ces moments de relâchement dans le jeu, mais c'est aussi intéressant qu'il y ait une contrainte de cadre, comme ça, comme tu dis, technique, de lumière, parce que là aussi, tu essaies de te recentrer aussi. C'est exactement comme ce cadrage ou ce zoom. J'ai donné un petit exemple au théâtre, ça m'est arrivé dans des grandes scènes, et ça m'arrive encore là en ce moment avec la tournée, d'être sur des plateaux très lointains, et il y a des moments où j'aimerais que le public puisse être extrêmement proche, comme un plan serré cinématographique. Et en fait, si simplement toi, dans ton intention, tout le temps vocalement en tenant quand même, mais sans que ce soit exagéré, mais que tu penses à la valeur du chant,
c'est-à-dire qu'en gros, tu penses au fait qu'on puisse se resserrer sur toi, être cadré, être vraiment dans des intentions plus précises, eh ben, ces moments-là, le public, et ça m'est arrivé de discuter après, et dit « Ah, dans ce moment-là, à un moment donné, il rentre sur des détails. » Il y a un focus, quoi. Il faut un focus, et c'est incroyable. Ça veut dire que quand tu as cette conscience-là pendant que tu joues, lui aussi peut faire ce zoom avant comme ça et choisir ce petit moment d'intention. Et ça, c'est le privilège de l'image. Voilà. C'est ça. Et d'avoir cette conscience de faire. Donc tout ça, en tout cas, tu peux l'expérimenter, t'autoriser à le faire sur du court, du moyen métrage et ce format-là. Alors justement, pour parler d'un film qu'on a fait ensemble, le fameux film qui a été réalisé pour la commune de Bouchain dans les Hauts-de-France, moi j'aimerais savoir qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer dans ce film qui est voilà, une histoire assez typique, enfin voilà, d'un petit village. On est dans une famille, quoi. Un format pas court mais moyen. Qu'est-ce que ça a pu t'apporter cette expérience-là? Et en l'occurrence, moi j'ai une très bonne expérience avec toi, un très bon souvenir. Ça a été vraiment quelque chose de fort. Avant tout, rencontre humaine. Donc, à la base, il y a un contact comme ça assez régulier grâce à un spectacle que j'ai joué dans la région avec le maire, Ludovic Zientek. Et la façon dont Ludovic me parle de vous, de toi, de cette réalisation, de ce projet, de ce sujet, quand on s'est eu d'abord, nous, téléphoniquement, et que j'ai senti toute cette, non seulement la compétence professionnelle, mais cette motivation réelle pour les gens vrais dont tu parlais, ces familles rencontrées avec des moments comme ça hors cadre extraordinaires, parce que j'ai un moment humain pour moi très marqué avec Angelo, qui est ton papa. Donc il y a eu des moments comme ça extrêmement forts en dehors du tournage, et c'est justement pour ces moments-là. C'est-à-dire qu'on va transmettre une histoire, et ça vous avez su me donner cette accroche-là, cette envie de jouer dans ce film-là, avec dès le départ des cartes données, c'est-à-dire qu'il va y avoir donc des pros, des semi-pros, etc., et qu'on est dans du décor, du vrai décor, et qu'on est dans une région authentique. Donc tout ça sont des mots qui me parlent énormément. Et puis effectivement, on rencontre une famille, on rencontre des gens, et on fait abstraction de pros, semi-pros, etc. On est juste là au sujet, au service de l'histoire. Et il s'avère en plus qu'à Bouchain, il y a une histoire extraordinaire. Donc votre sujet était pile poil dans la cible. Voilà des moteurs, en tout cas, de motivation. Très bien, merci. Alors, on sait que tu aimes le cinéma, mais tu aimes les planches, tu aimes le théâtre. Tu as, je crois, mis en scène plus de 30 pièces, si je ne me trompe pas. Moi, j'aimerais que tu me parles du choix des âmes que j'ai pu voir. Mais avant, je te propose un extrait. Toi, tu es ma preuve que je n'ai pas encore basculé, que j'entends encore la musique. C'est un trou bien plus profond dans lequel je pourrais tomber. Hein. Toi, t'es un gars qui fait des phrases. Comme Gaston. Eh ben, crois-moi, Gaston, il était pas plus heureux que nous. Ah, je te crois. Le Gaston, tout plein de cervelle qu'il était, il arrive à rien avec les vaches. Ah, ça se fout de ma gueule. Il y avait du monde, mais alors quand il s'agissait de traire les vaches, il faisait moins le malin. Je faisais mieux que lui. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ton Gaston? À trop réfléchir sur le bonheur, il n'a jamais pris le temps d'être heureux. Alors que si tu te lèves avec le soleil, avec du travail jusqu'au soir, si t'as pas eu de malheur, c'est que c'est le bonheur. Alors Alexis, le choix des âmes, c'est une pièce forte, jouée avec Stéphane Titeka. Tu peux m'en parler un peu? Ouais, j'ai le temps de parler de notre rencontre avec Stéphane. Voilà, pareil qu'avec toi. C'est-à-dire qu'au début, c'est un coup de fil, c'est un auteur qui nous met en contact. J'étais parti sur un autre projet et il me parle de Stéphane et il me dit, écoute, il y a des connexions, j'ai l'impression que vous devriez vous rencontrer. Je l'appelle et je lui dis, voilà, je suis à la recherche d'une pièce qui parle de l'éveil de la conscience, voilà, et qui pourrait se dérouler dans cette période, 14-18, avec 2 personnages, etc. Et est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est... Voilà. Et puis, il y a tout de suite une alchimie, il y a une connexion, il y a une alchimie, il y a un développement. Et en fait,
Stéphane a une générosité dans le travail, une générosité comme ça humaine, une boulimie aussi, et donc il me propose, il chope tous ces éléments un peu déterminants, et 10 jours après, il y a quasiment la moitié du texte, quoi, à un moment donné, donc le choix des âmes, et dedans il y a une métaphore sur cette petite pièce qu'il y a à l'intérieur du violoncelle, une petite pièce qui donne toute la résonance, quoi, l'âme du violoncelle. Et à partir du moment où il y a eu cette image-là, où c'était saisi, je savais que c'était Stéphane. Et que même s'ils défendent plein de choses au niveau de la conscience, je sais qu'elle est éveillée. Okay, excellent. Alors aujourd'hui, dans un autre registre, tu joues une pièce, enfin dans une pièce d'Alexandre Dumas qui a été adaptée par Sartre, je crois, c'est ça? Tu joues dans Keane. Alors là, c'est l'actualité. Même chose, cette pièce aujourd'hui, elle tourne énormément, quoi. Elle a un succès incroyable. Ouais, c'est extraordinaire aussi cette rencontre. Alors, je fais une petite connexion avec Stéphane parce qu'il joue mon Salomon. Et en fait, on parlait du choix des âmes, tu vois, et ce que ça permet, ce que ça a permis, ce que ça va encore permettre, c'est que Alain Sachs, le metteur en scène, nous a vus en fait à Avignon et il nous a demandé, il nous a parlé de cette pièce et il nous l'a proposée. Et donc je retrouve Salomon là aussi, Stéphane, on se retrouve en binôme dans cette troupe parce qu'on est 8 sur scène. Oui, il y a eu la création en décembre 2018. Un vrai travail de création parce que finalement Alain a encore adapté pour que ça fasse moins de 2 heures, sinon on était sur 3h15. C'est vraiment une pièce extraordinaire. Keane, c'est la quintessence du théâtre, il y a tout dedans, il y a tout sur le... Et tu dis d'ailleurs souvent, on a chacun un Keane en nous. On a absolument, parce que je parlais de cette dualité tout à l'heure, on a chacun une Keane en nous. C'est exactement ça. Et donc c'est pour ça que je pense qu'elle touche autant cette pièce, parce qu'en fonction des situations, on est soit dans l'hyper-générosité, l'extravagance, le don, soit dans un truc beaucoup plus sombre, avec une souffrance, un questionnement, des interrogations, des déceptions. Et c'est ce chaud-froid permanent de ce personnage qui est extraordinaire à jouer. Et voilà, donc création 2018 avec donc Alain Sachs, et finalement premier théâtre au Théâtre 14, succès après ce théâtre-là de critique et public. On se retrouve après au Théâtre de l'Œuvre avec une prolongation au Théâtre de l'Œuvre et puis finalement au Théâtre de l'Atelier. Et là maintenant on entame les tournées, quoi, avec des interruptions. Webcom TV Culture. Merci Alexis pour toutes ces belles choses que tu transmets au public. Longue vie à Keane et à toute sa troupe. Je vous propose maintenant sur webcom.tv de regarder Entrer dans l'histoire, le moyen métrage que j'ai pu réaliser avec Jean-François Delchini, avec Alexis Dessau, Isabelle Ribeiro et Lou Berbach. C'est l'histoire d'une petite fille qui tient à son village et à ses habitants qu'elle aime. Qu'est-ce qui se passe? Ma mère est mutée. On va déménager. Quoi? Mais vous êtes là depuis même pas un an. Je partirai quand? Elle doit commencer dans 3 mois. En Guyane. Non mais t'imagines, la Guyane. Je veux pas partir d'ici. J'adore ma vie, mon école, ma maison, mes copines, toi. Je veux pas que tu partes non plus. Qu'est-ce qu'on va faire? Mais t'as vu que vous auriez besoin d'un coup de main, non? Qui êtes-vous? Vous nous espionnez? Jeune fille, ce n'est pas parce qu'on a entendu qu'on écoutait. C'est toi qui as crié tout à l'heure. Oui. Tu veux rester ici? Oui. Et si je te disais que je peux peut-être t'aider, ça t'intéresse? Je ne vois pas ce qui pourrait faire changer d'avis mes parents. Mais on va essayer.
Non, il a appelé pour dire qu'il allait rentrer tard. Il a trouvé des super bouquins. Ok, regarde, j'ai trouvé de quoi faire un calalou, c'est une spécialité guyanaise, c'est super bon. Il faut qu'on s'habitue à ma pougnette. Non mais la Guyane, tu te rends compte? J'ai pas faim. Alors, pour un calalou, il faut du gombo, du porc, des crevettes, des épinards. Calalou, 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 calalou. Allez mon petit calalou! M'appelle pas comme ça. Bah. Ma pougnette d'amour, il faut te lever, c'est l'heure. Je me sens pas très bien. T'es un petit peu chaude. T'as mal quelque part? Je me sens bizarre, molle, un peu barbouillée. Et triste surtout. Mon pauvre petit chou. Attends, je reviens. Alors, ça donne quoi ta température, Laurette? 37,9. Ah ouais, quand même. Bon, écoute, tu te reposes. Moi, je vais téléphoner à l'école et on ira voir le docteur en fin de journée, d'accord? Allez, bisous, ma chérie. Et s'il y a quoi que ce soit, tu m'appelles, hein? Bisous! Bien. Tout ça me rappelle un cas qu'on a eu en 1983. Une jeune fille, comme Laurette. Ça ne s'est pas bien fini du tout. Enfin, je veux pas vous alarmer. Quoi, m'alarmer? Mais qu'est-ce que c'est? Et quelle fille? Vous avez fait médecine? Écoutez, je veux pas vous noyer sous un jargon de carabin, mais à l'âge de Laurette, il peut arriver, bon, très rarement, hein, je vous l'accorde, que... Comment vous expliquer simplement? Mais que tout parte en vrille, tout se barre en sucette. Faudrait chercher la cause, mais c'est grave compliqué. Attention, ça ne veut pas dire que c'est grave chambé, mais ça peut devenir inquiétant. En sucette? Chambé? Inquiétant? Sérieux? Non mais, en jargon de médecin, là, vous n'avez rien de plus grave rassurant? Bon, écoutez, je vais vous prescrire un petit quelque chose. Et avant de paniquer, on voit ce qui se passe. Si ça s'aggrave, on va direct faire des examens à Paris. Trop tard. Je panique grave. Bonjour. Bonjour. Oula. J'en ai déjà entendu parler de cette histoire. Avec cette jeune fille. Il me semble que c'était en 83. Mais il paraît que ça ne s'est pas bien fini du tout. Je veux bien vous donner ça, mais bon... Enfin, je ne veux pas vous alarmer. Si vous me dites que c'est grave inutile, je crie. Écoutez, si vous voulez un vrai résultat, il faut rencontrer le sieur Robert. Le sieur Robert. C'est quoi? C'est un spécialiste? Un camembert? C'est quelqu'un qui peut vous aider. Bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mais comment je peux le contacter? Vous avez son téléphone? Il est au courant. Il est déjà chez vous. Chez moi? Il est déjà chez moi? Votre fille n'est pas malade. Enfin, pas comme vous le pensez. C'est plus profond que ça. Elle a l'impression d'avoir perdu de vue l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel à 13 ans? Ce qui devrait nous guider tout le reste de notre vie. Quelque chose de pur, de beau, de fort. Quelque chose qui pourrait lui servir de fondation pour qu'elle construise une belle personne adulte. Ok, pour l'argument imparable, mais concrètement, on fait comment? On part dans 3 mois en Guyane, et d'ici là, il faut qu'elle souffre le moins possible. Une fois qu'elle sera là-bas, moi, je suis sûre qu'elle va aimer sa nouvelle vie. Ouais, mais ce sera quand même très, très violent, hein, comme changement. Ah, moi, je veux pas qu'elle en souffre. On sait jamais, elle pourrait devenir dépressive ou je ne sais quoi. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Me faire confiance, respecter à la lettre toutes mes instructions, même si elles vous paraissent étranges ou farfelues. Alors, et alors seulement, je vous garantis un résultat qui rendra tout le monde heureux. Prêt pour la première épreuve? Qu'est-ce
qu'est-ce qu'on risque? Oui. Qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Laurette doit retrouver le courage de résister à l'adversité. C'est tout à fait logique, mais je n'ai pas le rapport avec ce lieu. Qu'est-ce que c'est? C'est la vieille cagoule de Laurette, ça. Ouais, c'est pour le côté mystérieux, espion, tu sais, comme dans les films. On ne doit pas garder les mêmes, hein. Ça va, moi? Alors, écoute, il faut qu'on trouve quelque chose qui a un rapport avec le 2 juin 1940. Ok. Tu vas par là. Là. Regarde. Les Français ont bloqué ici même l'armée nazie pendant toute une semaine. C'est même grâce à la résistance des soldats du 45e régiment d'infanterie que l'opération Dynamo de Dunkerque a réussi. Un courage tellement hors du commun qu'Hitler est venu en personne à Bouchain le 2 juin 40. Bouchain a obligé Hitler à poser un genou à terre, mais jamais j'aurais imaginé ça. Tiens, cadeau. Ce qui est vraiment inimaginable, c'est la bravoure de ces hommes. Ils sont venus à Bouchain pour stopper l'avancée nazie, pour tenir coûte que coûte, et beaucoup y ont laissé leur vie. Peut-être que le souvenir de ce courage coule encore dans les veines de Bouchain. Rendez-vous demain soir pour une autre épreuve. Il est quand même flippant, hein, le sieur Robert. Ouais. Enfin, moi, à chaque fois qu'on prononce son nom, j'ai plutôt envie de manger un bon camembert. Le téléphone? Le téléphone. Petit téléphone maison. Ah, et viens voir. Le véritable inventeur du téléphone, ce n'est pas Graham Bell, c'est Charles Boursol. Son père était bouchinois. Non mais elle est dingue cette ville quand même. C'est fou. Deuxième cadeau. Et tu vois, c'est ici. C'est à Bouchain que les soldats ont retenu l'armée d'Hitler. Et du coup, les Allemands étaient coincés et les Anglais ont pu embarquer à Dunkerque. Tu m'étonnes qu'Hitler est venu à Bouchain. Il devait être fumasse, le psychopathe. Oh là, et oh, comment tu parles, toi? Ça va mieux, hein? Mais laissez-la donc un peu tranquille, vous voyez bien qu'elle est fragile. C'est là notre deuxième mission. Ouais. Challenge du jour. Comprendre l'hypersensibilité de Laurette. Mais dis donc, toi, c'est fini le look cagoule? Et le mystère, alors? Ouais, seulement la nuit. Puis à Bouchain, pas besoin de cagoule pour vivre le mystère, chérie. Ah, suspense. Allez, on y va. Théo, qu'est-ce que tu fais là? Bonjour, je tenais à vous montrer ça moi-même. Voilà, nous sommes dans ce qui reste du relais de poste dans lequel Mozart a dormi avant d'arriver à Paris. C'était quand on l'exhibait devant tous les rois d'Europe, comme un petit singe savant. Et puis, à 11 ans, lorsqu'il compose son premier opéra, Apollo et Yacinthes,
Je vous l'ai mis pour l'ambiance. À ce moment-là, ce n'est déjà plus un enfant, mais pas encore un adulte. C'est une période compliquée pour elle, enfin je veux dire pour lui. Heureusement, il a quelque chose dans sa vie qui le rend heureux, à laquelle il peut se raccrocher. Et dis-moi, comment tu sais tout ça, toi, sur Mozart et tout? Mon prénom complet, c'est Théophile, comme le 4e prénom de Mozart. Mes parents m'ont filé le virus. Dis donc, Théophile, c'est de Mozart dont tu nous parles ou de Laurette? Ta mère a capté tout de suite que je parlais de toi. C'est-à-dire? À mon avis, elle va te parler de Mozart ce soir. Ah, ok. En tout cas, merci. T'as été bon aujourd'hui, mon héros. Oui, bon, je t'ai ramené les cours. On a un gros contrôle lundi. Oh non. Non, pour l'instant, j'ai besoin de prendre l'air. Tu viens avec moi? Allez, s'il te plaît, viens avec moi. Vas-y, s'il te plaît. It was easy peasy lemon squeezy getting round the Walkerton class. So many places to hide. Do you remember my name? I was the one with the Eastbag bag and a slip-on shoe. Cigarette smuggling, rooftop jokes. Detention for a pair of smokes. Suspicious PE teacher sucks. Bon, y a rien ici. Alors on va me dire que Nelson Mandela, il a écrit son premier discours à 12 ans sur cette branche. Fais pas ta cynique. Regarde, on a appris plein de choses incroyables sur l'endroit où on vit. Puis Laurette, elle voit bien qu'on fait tout ce qu'on peut pour qu'elle aille mieux. Ouais, t'as peut-être raison. Oh là là, je me demande ce que je vais chercher en Guyane. C'est une mauvaise idée. Je sais pas si c'est une mauvaise idée. Mais est-ce qu'on est sûr que c'est la bonne? Ah, vous voilà, vous. Bon, bah qu'est-ce qu'il y a à voir ici? Y a rien ici. Si, mais vous marchez dessus. C'est ici qu'on a retrouvé une pirogue vieille de 5000 ans, particulièrement bien conservée. Une découverte exceptionnelle, unique en Europe, longue de près de 7 mètres. On l'a enfouie à nouveau là, en attendant de pouvoir la lyophiliser pour la restaurer. Vous voyez, ce n'est pas la peine d'aller loin pour faire dans l'exotique. Ah, ok. Oui, vous avez entendu notre conversation. Oui, il semblerait que j'ai une décision à prendre. Bon, et en quoi cette pirogue préhistorique va aider Laurette, qui en passant va beaucoup mieux? Marécages, rivières, canaux. Ces terres ont toutes connu l'eau. Et l'eau, c'est la source de la vie. C'est peut-être pour cela que ceux qui étaient ici avant nous ont pu s'adapter. Ils ont trouvé des solutions parce qu'ils voulaient rester ici. Malgré ce que Bouchain a enduré. César y a établi son campement. Louis XI l'a assiégé. François Ier l'a brûlé. Charles Quint s'en est emparé. Vauban l'a fortifiée. Louis XIV l'a reprise pour la rendre à la France. Napoléon y est passé. Mais il y a toujours eu quelque chose de plus fort qui survit ici. Grâce à leur courage, leurs efforts et leur ingéniosité, nos ancêtres nous ont permis de nous ancrer dans un lieu que nous aimons. Laurette a senti cet héritage exceptionnel. Demandez-lui de vous dévoiler la dernière épreuve. Elle saura. Allô? Allô, oui, monsieur Ligné, c'est madame Chamblin. Enfin, c'est Carole. Oui, bonjour Carole. Alors, pas trop impatient d'être déjà guyanaise? Au fait, est-ce que vous avez déjà signé et renvoyé les contrats? Parce que je pense que ma secrétaire n'avait toujours rien reçu cette semaine. Justement, je voulais qu'on...
il faut qu'on... J'ai quelque chose à vous annoncer. Je suis vraiment très content. Vraiment, c'est très très chouette pour moi. Pour un petit bouquiniste comme moi, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup. Et puis à bientôt. À bientôt. Et vous passerez évidemment à la boutique. Bien sûr. Super, merci. C'est ici que Laurette nous a donné rendez-vous. Bah apparemment, ouais, hein. C'est là. Voilà. C'est fini. Vous avez guéri, Laurette. Essayez pas de nous embrouiller. C'est plutôt vous qui nous avez sauvés. Et puis, vous nous avez permis de mieux comprendre Laurette, de nous rapprocher. Et surtout de découvrir pourquoi elle aimait tant vivre ici. Pour tout vous dire, nous aussi, maintenant, on est devenus fans de Bouchain. Parce que c'est vrai, le petit jeu de piste, là, c'était pour nous, en fait. C'était pas pour elle. C'était pour mieux nous ancrer. Ce sont nos ancêtres qui nous permettent de mieux nous ancrer, grâce à tout ce qu'ils ont enduré, espéré et bâti. C'est juste. Oui, mais ce sont nos parents qui nous permettent de croire en l'avenir et de nous construire. Merci papa, merci maman d'avoir fait tout cela pour moi. Ma chérie, c'est ici qu'on va s'ancrer, à Bouchain. J'ai refusé le job en Guyane. Et papa, il va ouvrir sa librairie des livres anciens dont il a toujours rêvé. Yes. On a compris grâce à toi et à tes complices que nous pouvions nous projeter ici à Bouchain, que c'était un bon endroit pour jeter les fondations de notre famille, que nous pouvons être heureux tous ensemble. Je vous l'avais promis qu'à la fin, tout le monde serait heureux. Le voyage aura été long, à travers l'histoire exceptionnelle de Bouchain, mais il en valait la peine. Vous êtes assuré qu'il a bien le grimoire? Je l'ai rangé moi-même avec ses autres livres, maître. Bien. Il n'y a plus qu'à patienter maintenant. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mais c'est pas à moi, ça. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh la vache. C'est pas vrai. Non, non, chérie, écoute. Je sais pourquoi il se passe tant de choses incroyables à Bouchain. Ouais.
Webcom TV Culture. Il est occitan, il peint un bras, un buste, un regard. Il révèle sans compromis dans les visages, les corps et la chair l'histoire de ses personnages. Avec plus de 200 œuvres de chair et de sang, Benjamin Carbone, l'expressionniste contemporain, est avec nous sur Webcom TV. Webcom TV Culture. Mon boulot, en fait, j'en suis arrivé à peindre ce que je peins parce que je me suis rendu compte que lorsque tu te mets à peindre, ou peu importe le métier, il faut choisir un domaine. Pour connaître ce domaine, il faut se renseigner, il faut chercher de l'information. Et le corps m'a intéressé à un moment donné parce que j'avais eu une commande d'une pietà pour l'église Saint-Eustache à Paris, d'un diacre. Et il m'a dit, j'ai eu le temps, mais je souhaite une pietà. J'y connaissais rien dans le corps. Par chance, j'ai pu rencontrer Monsieur Bringer, qui est directeur du musée d'anatomie de Montpellier, qui m'a dit, vous venez quand vous voulez. Le musée d'anatomie de Montpellier, c'est quand même c'est un beau joujou, tu vois. Et pendant 10 ans, je suis allé tous les matins bosser au musée d'anatomie, sans savoir où j'allais. Et je me suis aperçu qu'en fait, bon, la technique, c'est la technique, mais par contre, l'histoire du corps, c'était beaucoup plus intéressant. Donc voilà, donc j'en suis arrivé à peindre des corps, non pas simplement pour faire joli dans une maison, le présenter comme une décoration, mais pour parler un peu de notre condition à travers le corps. Voilà. C'est à peu près le parcours que j'ai eu. Donc j'ai étudié les maladies de peau, les siècles ont passé, il y a eu beaucoup de choses. Hein. Le corps qu'on a aujourd'hui, c'est pas les corps qu'on a tout le temps eu. Voilà. Et j'en suis arrivé à peindre à travers le corps l'histoire, en quelque sorte, de mon image de la société. C'est-à-dire une très grande fragilité. Voilà. C'est comme ça que j'en suis arrivé. Pour me présenter vite fait, pour traduire un peu ce que je fais. D'accord. Et le noir et blanc, c'est arrivé aussi parce que tout d'un coup, il y avait, pour ne plus se poser de questions dans la palette, par exemple. Tu sais, quand tu peins, tu cherches les teintes, les couleurs. Je me suis dit, la palette, je peux peindre à l'aveugle. Il y a du noir, il y a du blanc, point barre. L'identité, le sujet est ailleurs que dans ma palette. Voilà. Donc je me suis séparé des choix de couleurs pour me concentrer beaucoup plus sur l'image, la traduction que je pouvais donner en peinture. Ok, très bien, très bien. Alors, justement, aujourd'hui, quelle image tu pourrais donner du corps avec tout ce qui se passe, avec cette pandémie, avec cette crise Alors, l'image du corps se fragilise forcément, puisque la peur atteint bon nombre d'individus, donc le corps se fragilise. Et moi, je suis très, très lié à ce que vit la société. Voilà. Par exemple, je te raconte un truc tout bête. J'ai un ami qui est mort il y a quelque temps, crise cardiaque, et c'est un pote à qui il manquait une jambe. Je fais une peinture dans mon atelier, sans m'en rendre compte, je peins un mec à qui il manque une jambe. Mais je n'avais pas fait gaffe, si tu veux. Je suis lié à ça. Donc, forcément, aujourd'hui, je peins des personnages qui sont de plus en plus fragiles. Quand, par exemple, dans mes peintures, je peins un morceau très esthétique, très technique, de clair-obscur, avec la technique qu'il faut. Voilà. Et quand tout d'un coup, avec un coup de cuillère, avec un coup de peinture, je déchire en fait, en quelque sorte, la technique, la beauté, le soi-disant socle solide, là je fragilise les choses. Et plus ça va, plus je fragilise mes corps. Parce qu'on est dans une société où j'entends énormément de peur, de crainte, d'angoisse, en fait, en quelque sorte. Mais moi, je veux m'occuper de moi. Je ne veux pas m'occuper d'une société. Mais je suis lié à ce monde. Donc forcément, ce qui se passe dans mon environnement, je fais partie du monde, je fais partie de l'environnement. Donc on est des passeurs, on est sensibles. Donc je peins aussi ce qui se passe autour, mais sans le décider. Ça se fait tout seul. Voilà. Moi, j'aimerais que tu me parles, pendant les 2 confinements là, successifs, mais notamment le premier, beaucoup d'artistes ont été présents sur la toile, donc je parle d'Internet, hein, la toile, et cela pour le plus grand bien de tous, évidemment. On a parlé alors de résilience. Tu peux nous parler de ta résilience, toi, et de la forme que tu lui as donnée? C'est-à-dire qu'il fallait absolument, au mois de mars, quand tout s'est arrêté, la situation d'un artiste, elle est forcément fragile, hein. Même tous les individus, qu'ils soient artistes ou pas. Et moi, quand tout s'est arrêté, j'ai immédiatement, comme je suis quelqu'un qui trouve des solutions par la pratique, c'est en faisant que les solutions arrivent. Voilà. C'est pas assis sur un bureau à réfléchir des heures. Voilà. C'est dans l'action que je trouve des solutions. Et je me suis dit tout de suite, il va falloir agir. Donc, le fait de proposer des créations, donc je me suis servi de la toile, celle dont tu parles, pour créer immédiatement une œuvre en direct, tous les samedis,
déjà pour rester éveillé, pour me provoquer moi dans quelque chose que je ne connais pas en fait, pour me provoquer vers des formes nouvelles, mais surtout aussi pour proposer aussi aux gens sur la toile de l'art, de la création, du risque entre guillemets. Il y a une toile blanche, qu'est-ce qui peut se passer en 10 minutes? Je ne sais pas ce qui peut se passer, mais c'est ce qui m'intéresse. En fait, le vide est très intéressant. Voilà. Le vide, ça me fait penser, c'était je ne sais plus qui disait, le vide, il vaut mieux sauter dans le vide que d'y tomber. Tu vois, donc il faut être, voilà, c'est bien de, voilà, dans ce côté. Donc je fais partie de ces gens-là qui vont réagir et faire. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai vécu et c'est comme ça que je vis encore à l'heure actuelle. Alors on a parlé de Marc Gaillet, hein, moi j'ai entendu parler d'un collectif qui s'appelle l'UMAC. Alors l'UMAC, voilà, là on va en parler, on y vient. L'UMAC est l'Union méditerranéenne des artistes de la colère, et non pas forcément en colère. Marc Gaillet me l'a précisé. L'UMAC, en 2 mots, ce petit collectif qui est constitué de Marc Gaillet, Benjamin Carbone, je crois qu'il y a aussi Isabelle, qui est l'assistante de Marco, une autre artiste. Est-ce que tu peux me parler un peu de ce collectif et des futures actions de ce collectif? Pourquoi ce collectif d'ailleurs? Alors voilà, la naissance, l'origine, la jeunesse de ce collectif, c'est venu, on a fait 2-3 expos avec Marc Gaillet dans des salons d'art. On a vu comment ça fonctionnait, comment fonctionnaient des galeristes, comment fonctionnaient des organisateurs, comment fonctionnaient des artistes. Et on a vu qu'il y a pas mal d'artistes qui fermaient leur gueule, pour être poli, pour être bien vus par des galeristes par exemple, ou pour ne pas rester dans les petits papiers, voilà, ou dans les jupons, ou tout ce que tu veux. Et en fait, quand je bosse avec un galeriste, ou avec n'importe qui, on est 2, on travaille 2 ensemble sur une matière, donc il n'y en a pas un qui est au-dessus de l'autre, voilà. On a eu pas mal de rendez-vous comme ça, on les a notés, on s'est dit ça serait bien, un de ces 4, qu'on se voit, qu'on se prenne un verre et qu'on échange là-dessus. Et de ça est venue justement l'idée de mettre en forme toute cette façon de travailler qui existe depuis très longtemps, mais qui n'a aucun fondement, qui n'a aucun texte. C'est comme ça, point barre. Donc on travaille avec un avocat, avec d'autres gens là-dessus, et on s'est dit, bon, on va monter, parce que pour être entendu, évidemment, quand tu es une association, tu es beaucoup mieux entendu qu'un artiste. Ça se passe comme ça. On a monté une association, donc c'est l'UMAC, hein, l'Union méditerranéenne des artistes de la colère. Pourquoi de la colère? Parce qu'en fin de compte, on n'est pas des mecs en colère, ou des personnes ou des individus, on a de l'énergie. Et la situation du confinement nous a donné encore plus d'énergie, si tu veux. Et la colère que tout le monde a eue, qu'on a fermé les lieux culturels, on a fermé un tas de choses, on s'est dit, bon, de la colère, il y en a, mais il faut pas qu'on la dépense, il faut pas qu'on la jette dans le vide, il faut qu'on la mette quelque part. Voilà. Et donc, on s'est dit, on monte une asso, on fait des expos avec des gens qui ont envie que ça bouge aussi un petit peu, que les grandes lignées, que la grande façon de travailler depuis très très longtemps bouge. Et puis, on s'est dit, voilà, on va monter cette asso-là, on l'a faite, on va faire des expositions, on va faire des actions, mais aussi des rencontres avec invités. Donc justement, on va inviter un avocat qui va s'intéresser à l'histoire des relations galeristes-artistes, inviter des galeristes, inviter des institutionnels. En fait, on aimerait se mettre à table et savoir, s'ils veulent que ça bouge, par où on va passer, ensemble. Parce que la culture et la vie, c'est pas une institution qui l'a fait, une galeriste. On l'a fait tous ensemble. Donc, on veut avoir des partenaires de discussion pour comprendre comment ce système marche, qu'est-ce qui le rend faible et comment ensemble on peut amener à ce que les choses deviennent un peu plus humaines. En dehors de l'UMAC, Benjamin Carbone, demain, qu'est-ce qu'il fait? Où il va? Quels sont ses territoires d'expression? En 2 mots. En deux mots, tu veux dire quoi? Mon quotidien? Ton quotidien, non, pas forcément. Oui, enfin toi, l'homme, Benjamin Carbone, demain, il fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je sais que je suis très à cheval sur la rencontre des uns et des autres. Donc déjà, ce qui s'est passé avec Marc Gaillet, c'est déjà une super belle chose. Et puis après, bon, écoute, je travaille là actuellement sur un projet à la Fondation Van Gogh à Arles sur la création d'œuvres liées à la Renaissance. Bon, bref, pas mal de boulot, pas mal de création, pas mal de rencontres, et puis la provocation aussi à l'idée que si une situation comme ça arrive aujourd'hui, c'est qu'elle vient de loin. Voilà. Donc, être sur ses gardes, être réveillé et arrêter de faire les malins et plutôt être
à cheval sur des rapports humains. Voilà, en gros. Webcom TV Culture. Merci Benjamin, longue vie à l'UMAC, et nous ne manquerons pas d'en parler dans nos prochains magazines culture sur Webcom TV. Pour ceux qui ne connaissent pas le travail de Benjamin Carbone, je vous propose de le découvrir maintenant dans ce clip d'une de ses performances réalisées lors du salon Solidart à Lille en septembre dernier. Webcom TV Culture. Alors je vais vous parler maintenant d'art photographique. Et pour ce numéro 1 de Culture, j'avais envie de vous présenter le travail d'un enfant de la pop musique, un passionné des peintres flamands et de la Renaissance, un artiste qui s'efforce de montrer dans son travail photographique toutes les absurdités de notre civilisation. Il se dit être un plasticien de l'image. Marc Gaillet, bonjour. C'est quoi un plasticien de l'image? Alors, plasticien de l'image, c'est bon. À la base, moi, je suis photographe. Donc, comme je suis photographe et que je photographie des objets que je crée et des ambiances et des décors que je crée, comme je crée ces décors, etc., et ces ambiances, je me suis dit bon, je suis photographe, ok, mais pas que photographe, je suis plasticien. Je pense que la photographie, c'est juste un support pour présenter mon travail que j'ai envie de présenter. Tout ton travail, on sent que c'est un travail engagé, et engagé, mais pas pour rien, quoi. C'est pas uniquement créer des œuvres, entre guillemets, plastiques, en tant qu'artiste, oui. Je le dis bien, mais c'est aussi pour dénoncer des choses. C'est pour dénoncer les choses parce que on est dans un monde qui est complètement fou, qui est complètement schizophrène, où on vous empêche ça, mais on autorise ça, etc. Bon, après, ça se voit énormément actuellement avec toute cette période de crise sanitaire, où ça devient, c'est l'absurde qui règne actuellement. Et je trouve que, bon, avant aussi, c'était déjà mis en place toute cette absurdité, en fait, qui est une absurdité qui ne pense qu'au paraître, qu'à l'argent, toutes ces données-là, en se disant on peut vivre qu'avec ça. Mais en fait, je pense que tout ce qui est les sentiments, les émotions, etc., on ne les prend pas en considération. Et moi, je le vois quand j'expose, plein de gens voient mon travail et moi, je n'explique pas mon travail au départ, puisqu'en fait, je fais les choses, je ne veux pas expliquer, je veux que les gens aient un ressenti sur une pièce que j'ai réalisée. Je vais leur donner 2 mots-clés, puis 3 mots-clés, et puis stop, et après, les gens se débrouillent et voient, et en fait, prennent leur propre parti ou leur propre émotion dans le travail qui est présenté. Mais je pense que l'art doit être politique parce que c'est aussi le reflet d'une époque, le reflet d'une vie et d'un moment d'une civilisation. Et c'est ça qui en fait, c'est aussi pouvoir retransmettre après une vision des choses, mis à part la technicité, que ce soit du numérique ou quoi que ce soit, etc. Enfin, moi, ça ne m'intéresse pas forcément, ça. C'est-à-dire qu'en fait, j'utilise ça, j'utilise ce support-là, ces supports, que ce soit photographique ou plastique, ou métal, ou bois, ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est
C'est un support. C'est un support. C'est juste un support pour sortir en fait toutes les émotions que j'ai en moi et que j'ai besoin de sortir. Il est sûr que les artistes, on ne peut pas toujours montrer que du lait, donc je fais des choses des fois un peu cheap, un peu bonbon rose, avec des armes ou des choses comme ça. Et je pense que c'est le moyen de pouvoir toucher les gens parce qu'ils sont attirés. Ça a un esthétique très enfantin, très amusant, mais le message est derrière. Et après, quand il y a réflexion, les gens sentent un message. Les messages, de façon générale, que tu essaies de faire passer, ils sont engagés, ça on le sait, mais ils sont humanistes aussi. Est-ce que tu penses que tu as une forme d'humanisme à travers ton travail? Ce que je trouve terrible, déjà j'avais une pensée la dernière fois et je me disais c'est quand même incroyable parce que je ne photographie que des objets de mort, mais pas que ça bien sûr, mais je ne photographie que des objets, mais je parle de l'humanité sans montrer les humains. Et ça c'est assez curieux, quoi. Pourquoi je fais ça? Je ne sais pas, des fois je fais les choses, je ne me pose pas les questions, j'ai envie de le faire, tout est construit dans ma tête, ça prend des semaines, des mois, peut-être des fois j'ai des images, je les ai depuis 1 an, 2 ans, quoi que ce soit, que je mûris de plus en plus. Et après j'utilise ce support, enfin les supports que je sais utiliser, que je sais travailler, pour pouvoir sortir ce que j'ai de ma tête. Je pense que si ça ne sortait pas, ce serait une frustration terrible. Et je suis très content d'avoir trouvé l'outil, d'avoir trouvé la matière pour pouvoir sortir tout ça, quoi. Est-ce vraiment un exercice surréaliste que de devoir passer par là? Est-ce que tu penses que tu fais partie de ceux qui font prendre conscience que ça va mal et qu'il faut changer le monde? J'ai dans plusieurs cas des rencontres avec des gens qui ont vu mes œuvres, qui m'ont dit, et c'est ça qui m'intéresse, c'est en fait le rapport avec les gens, l'attitude des gens et leur ressenti et, par rapport à quand ils sont devant une de mes œuvres, ça m'intéresse énormément parce que je me rends compte que ça touche les gens, que ce soit négativement ou positivement. Il se passe des choses. Des fois, c'est très très curieux. Quelqu'un va réagir en disant « Ah, mais ça, c'est une horreur, c'est affreux ». Et moi, rien que ça, ça m'intéresse parce que je me dis « Waouh, ça veut dire qu'elle a été touchée, il y a quelque chose. Et pourquoi ?» Et là, il y a un dialogue qui s'installe. Et je crois que le dialogue est très important actuellement, alors qu'on est de plus en plus dans un monde de discours et d'imposition des pensées. Donc toute ton histoire marque ton expérience, ta volonté tu me parlais de faire réagir les humains, enfin les hommes et les femmes, par rapport à ton travail sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. C'est une très belle forme de liberté, mais pour aller plus loin que ça, tu as créé l'UMAC, qui est l'Union méditerranéenne des artistes de la colère. Est-ce que tu es en colère aujourd'hui? Oui, je suis toujours en colère par rapport à la situation du monde. Je suis en colère. Je trouve ça, c'est ubuesque. Le surnaturel est là, il existe autour de nous. Et donc on a monté ça en fait. L'UMAC, là, ici, c'était une histoire humaine, en fait, une rencontre avec Benjamin Carbone, moi-même, avec Isabelle Cos aussi, et Anne Béliard, sur des conversations où nous nous sommes dit, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, il faut absolument en parler, puis il y a aussi cette détresse actuelle, qui est de se retrouver dans une situation de crise sanitaire, où justement, on est en train de déshumaniser totalement les choses, où l'artiste n'est pas pris en considération, puisque les artistes ne fonctionnent plus, ne tournent plus, on ne peut plus se présenter, on ne peut plus présenter les choses. Toutes nos dates ont été annulées, reportées à l'année suivante, et encore peut-être pas. Donc c'est très déstabilisant. Et en fait, de ce constat, en fait, on s'est rendu compte qu'il fallait absolument qu'on montre quelque chose. Comme il n'y a pas de dialogue, en fait, on ne nous dit pas, on ne nous demande pas en fait notre avis sur les choses, sur l'art en général. C'est-à-dire qu'en fait, les artistes des choses se font, que ce soit au sein d'une métropole, d'une commune ou au niveau national. On ne nous pose pas la question, on nous impose en disant voilà,
c'est ça et c'est pas autrement. Mais après, on ne peut pas. Je pense qu'il faut quand même travailler avec les acteurs principaux et qui sont et ça c'est un point qui nous agace fortement, qui nous met en colère, voilà, parce que on nous demande jamais nos avis, alors que c'est les artistes qui nourrissent l'art. C'est pas une technocratie qui met tout ça en place. L'UMAC, c'est vrai qu'il y a un clin d'œil qui est fait par rapport à une autre union qui s'appelle l'UMAM, qui se trouve à Nice, dont je suis artiste membre depuis 4 ans, qui aussi a eu la même volonté, étant donné que l'UMAM a été créée en 1946, juste après-guerre, donc juste après une grosse crise par Matisse et Bonnard. Et donc, il y a un clin d'œil à ça, et puis il y a aussi une envie de continuer dans ce sens-là. Là, c'est l'UMAM, c'est l'Union méditerranéenne pour l'art moderne. Là, nous, c'est pour des artistes de la colère. Et c'est pour ça que le titre, l'UMAC, on trouvait ça, c'était une continuité. Puisqu'en fait, je pense que c'est en temps de crise où les artistes, en fait, sont les plus productifs. Ils se mettent le plus en danger. Et c'est à ce moment-là où on doit absolument unir nos forces pour pouvoir créer des choses. Et moi, je vois un peu les retours des gens. Enfin, quand on a commencé un petit peu à présenter ça en disant, voilà, les gens sont en demande et disent, ah, enfin, quelque chose qui se passe, on a besoin, on n'en peut plus. Webcom TV Culture. Merci Marc. Nous souhaitons découvrir rapidement tes nouvelles créations et nous espérons que tu viendras nous les présenter prochainement ici à Lille. À bientôt. Pour mieux découvrir l'artiste en action, je vous propose ce portrait vidéo que j'ai réalisé en juillet dernier, juste avant la pandémie, dans son atelier basé à Montpellier. Magnéto. Webcom TV Culture. La lumière est centrale, tu mets la gauche. S'il faut, je la mettais à droite, mais c'est bien aussi la gauche. En fait, je préfère mettre la main gauche. Je voulais créer en fait une espèce de tas de pierres avec un fond brûlé, un peu comme la terre brûlée avec ces tas de pierres. C'est un peu comme une tour, et la femme n'a jamais eu d'existence vraiment dans le monde masculin de notre civilisation. Et là, en fait, ça s'appelle lapide-moi, et donc pour ça que la main dépasse. Même lapidé, la femme vous met un doigt. Je cherche le cadrage, j'installe tout, et ensuite, après, je travaille avec minutie, c'est-à-dire que mes objets, je les travaille. Et dont mon travail de plasticien, c'est de travailler les formes, les objets, etc. Et puis de faire en fait comme des espèces de scénettes. Quand j'ai commencé à créer des photos, en fait, je travaillais mes sujets à photographier. Et en fait, le problème, c'est que je n'avais pas envie de faire les pièces, tout ça. J'avais plein d'idées là-dessus, et je me suis dit tiens, je vais créer mes pièces et je vais créer mes éléments que je photographie et puis mes ambiances, mes histoires en fait. Et donc c'est comme ça que je suis passé à la création globale des pièces. Je pense qu'il faut parler du monde dans lequel on vit et puis les injustices, etc. Moi, ça m'intéresse de les montrer. Je pense que c'est aussi des colères et des ressentis que j'ai envie de faire sortir sur des images.
Ce qui est bien, c'est des expériences en fait. Chaque œuvre est une expérience et un défi. Et moi, j'aime les défis en fait. Je suis pas un grand... Pardon. Ah, je tape. Je ne suis pas un grand fan de la compétition. Je n'ai jamais été. Mais par contre, le défi, ça m'intéresse. Toujours se retrouver un petit peu coincé, faire des pièces, des œuvres qui, des fois, peuvent choquer, peuvent agacer. Mais, et puis, des fois, qui peuvent plaire, mais terriblement. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir un peu la réaction des gens par rapport à ce que je fais. Voilà. On va mettre droite, là. Voilà. Là, je vais rebooster des pierres en dessous pour que ça sorte d'un truc. Ne t'inquiète pas, je le fais qu'il passe. En fait, faire des expos, c'est intéressant parce qu'en fait, si on n'en fait pas, on n'est pas visible, donc ça c'est clair. Après, quand il y a des messages à lancer sur certaines œuvres, la seule façon de les présenter, c'est qu'il y ait des expos et que ça roule et que ça tourne un peu partout. Puis c'est toujours très sympa d'exposer, de voir justement la réaction des gens. Ce que je trouve intéressant, c'est ça. C'est que c'est pas arrêté, figé à ma pensée, à moi. Après, le message, les gens s'approprient la pièce, s'approprient la sculpture, la photo, l'œuvre. Et ça fait du bien, ça parle. Et ça ouvre un peu l'esprit aussi. Je suis pas... Voilà. Webcom TV Culture. Voilà, l'émission Culture touche à sa fin. Je remercie encore Alexis Dessau, Benjamin Carbone et Marc Gaillet pour leur participation et pour avoir passé ce moment avec nous. J'espère que cette nouvelle émission vous aura plu. Retrouvez-la en replay sur webcom.tv et sur notre page Facebook. N'hésitez pas à liker, commenter et à nous écrire. À bientôt pour une nouvelle émission. Et en attendant, n'oubliez pas de vous cultiver. Webcom.tv. Réinventons la proximité.